Bienvenue et bonjour à toutes et à tous à cette nouvelle vidéo consacrée, dédiée aux sophistes. Alors, nous sommes dans la philosophie antique, la philosophie grecque, et nous allons réfléchir et voir qui étaient-ils ces sophistes. On donnait déjà une définition. Puis nous verrons l'interprétation, l'explication de Platon et d'Aristote concernant les sophistes, et puis en quoi consiste la sophistique. Alors d'abord, nous pouvons partir de la signification du terme sophiste. Alors le terme sophiste vient du grec sophistes, et sophistes veut dire savant. C'est lui qui sait, donc les sophistes étaient considérés, mais ils étaient réellement des experts du savoir, de possesseurs du savoir. Donc nous voyons déjà que c'est une attitude et qui se met en opposition au véritable concept de philosophie ou du philosophe, parce que le philosophe est celui qui aime, c'est-à-dire qui a un éros, comme disaient les Grecs, une tension vers le savoir, mais ce savoir n'est jamais possédé totalement et définitivement. Donc c'est une recherche, la philosophie de la vérité, mais jamais une possession définitive du vrai et de la vérité. Or, le mouvement sophistique se développe donc dans un moment où la philosophie précédente, c'est-à-dire la philosophie présocratique, le jugement négatif de Platon, et ensuite par exemple le jugement négatif d'Aristote sur la sophistique, qui est considéré par Aristote, je le cite, une sagesse, un savoir apparent et non réel. Le sophiste n'est que quelqu'un qui, un vendeur, un commerçant, un vendeur de sagesse apparente, mais non réelle. Donc ce sont des termes très durs. Donc c'est mépris de la part de Platon et d'Aristote, à savoir que, mais ça il ne faut pas confondre, Socrate naît comme un sophiste, mais il n'est pas du tout, et vous verrez, on verra pourquoi, il n'est pas du tout un sophiste dans le sens d'un expert du savoir. Socrate est sophiste dans le sens qu'il manie, il utilise le dialogue de façon très experte, on peut dire comme ça, très subtile, mais il n'est pas sophiste parce qu'il ne cherche pas, comme nous verrons bientôt, une vérité relative. Il ne cherche pas les savoirs pour les savoirs, et donc il ne masque pas son prétendu savoir, ne le présente pas comme un savoir qui apparent, c'est-à-dire qui apparemment satisfait la recherche de la vérité, mais qui en fin de compte reste une vérité relative et non absolue. Donc le vrai Socrate, le Socrate de Platon, qui parle dans les dialogues, n'est pas un véritable sophiste, dans le sens qu'il n'est pas un expert du savoir, qui fait croire de savoir et qui vend, diffuse un savoir qui, ni pour Socrate, ni pour Platon, ni pour Aristote, n'est un vrai savoir. Nous allons approfondir et développer tout ça. Alors, le cadre, par contre, historique, et deux mots sur une présentation de cette soi-disant philosophie sophistique. Il faut dire qu'il y a un déplacement de l'axe de la recherche philosophique disons, de la philosophie de la nature. La réflexion philosophique se déplace sur la réflexion sur l'homme. Donc, si les pré-socratiques ou pré-platoniciens, les philosophes de la nature,
les philosophes de la physis, c'est-à-dire de cette puissance créatrice, autodéterminante, autocréatrice, c'est-à-dire la nature, l'univers qui s'auto-reproduit et qui engendre tout ce qui existe. La réflexion philosophique se déplace du cosmos, d'une cosmologie, c'est-à-dire sur un discours philosophique, une réflexion philosophique sur les principes premiers, donc une métaphysique de l'univers et du cosmos, se déplace la recherche des principes premiers, donc de l'origine, du pourquoi et du sens de tout ce qui existe, se déplace sur, ensuite, en partant de sophistes, sur l'homme. Ce qui est important, c'est quelque part, né avec ce déplacement de l'axe de l'investigation du sens de la nature, du cosmos, dans lequel est inséré l'homme aussi, mais la réflexion ne se porte pas avec le présocratique et les philosophes qui sont venus donc avant les sophistes, notamment sur l'homme, parce que l'homme n'est qu'un engrenage, n'est qu'un élément de la nature et de l'univers. Et donc la réflexion philosophique est substantiellement caractérisée donc avant les sophistes, que je répète, sur l'univers, sur le cosmos, ce que les Grecs appelaient les cosmos. Or, pour que une nouvelle philosophie, donc dans ces passages, il y a donc une nouvelle philosophie qui naît avec les sophistes et puis avec donc Socrate, avec lequel, qui est le fondateur, on peut dire, de la nouvelle philosophie, qui est la philosophie morale, et qui continuera avec Platon et avec Aristote. J'ouvre une parenthèse, cela ne signifie pas que ces philosophes ne réfléchissent plus philosophiquement sur l'origine de l'univers et sur la nature, mais la réflexion philosophique se coagule, se concentre et vraiment essentiellement et fondamentalement sur l'homme. Et donc naît cette philosophie morale, et il fallait que donc l'homme en tant que tel devienne objet de la réflexion de la philosophie. Donc avec les sophistes, nous avons vu tout à l'heure le jugement très dur et tranchant d'Aristote, et puis de Platon aussi, donc de Socrate, qui se méfie et qui déteste les sophistes. Nous allons maintenant développer déjà la nouveauté que les sophistes ont apportée en philosophie, c'est-à-dire que cette vision absolument négative des sophistes qui vient de Platon, de Socrate, de Platon et d'Aristote, il faut pas fausse, mais il faut aussi historiquement et philosophiquement la regarder et l'analyser dans un cadre plus large, c'est-à-dire que les sophistes ont porté un vent nouveau, si on peut dire comme ça, ont posé les bases d'une nouvelle philosophie, donc tout n'est pas négatif. La sophistique, avec les sophistes, le but donc est une réflexion sur l'homme, le but devient l'enseignement, donc l'éducation, l'enseignement, et aussi la présence des disciples qui doivent apprendre et non pas la recherche de la vérité en elle-même. Ça, c'est déjà le premier élément fondamental. Si avec Socrate, Platon et Aristote, le but de la philosophie était la recherche de la vérité en elle-même, donc non d'une vérité relative, qui sera celle des sophistes, mais une vérité absolue, c'est-à-dire une vérité transcendante, comme principe premier d'une substance. Par exemple, les idées pour Platon. Vous pouvez regarder ma vidéo précédente pour la métaphysique, concernant la métaphysique de Platon et Aristote.
ou le Dieu immobile, le premier moteur de toute chose pour Aristote. Donc c'est une métaphysique, une philosophie métaphysique et ontologique qui concerne l'être, qui cherche l'être suprême, l'être premier, en tout cas le principe ou les principes premiers fondateurs de tout ce qui existe. Or, les sophistes ne sont pas du tout dans ne procèdent pas dans cette direction du métaphysique, donc transcendante. Pour eux, c'est qu'est-ce qu'il devient les centres de leur réflexion, c'est le savoir. Donc le savoir devient une véritable profession. Donc avec les sophistes naît l'enseignement professionnel de la philosophie, ce que les Grecs appelaient l'arrêté, c'est-à-dire la vertu. L'homme vertueux n'est plus celui qui cherche un principe premier absolu, qui fonde tout ce qui existe et qui fonde aussi l'existence de l'homme, mais l'axe se déplace sur le savoir. Les sophistes sont des philosophes qui agissent sur la réalité, réfléchissent sur la réalité concrète, et sur, non pas la vérité, mais sur les vérités multiples qui viennent directement de l'expérience et des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Or, la grande polémique qu'il y a eu, c'est le fait que les sophistes demandaient de l'argent en contrepartie de leur enseignement. Et donc, sur ça, Platon et Aristote condamnent, Socrate aussi condamne les sophistes, puisque l'enseignement philosophique ne peut pas être fidélisé à un gain, à un revenu, et donc l'enseignement philosophique, la philosophie est libre, toute dimension économique ou financière, si on peut dire avec des termes modernes. Les sophistes innovent en tout cas parce qu'ils amènent un esprit, une approche différente avec les grands problèmes philosophiques. Ils inventent par exemple aussi l'héristique, les philosophes héristes sont ceux qui se concentrent, c'était des rhéteurs, des orateurs, se concentrent uniquement sur les discours, sur l'art du discours, c'est-à-dire sur l'art de, à travers la parole, de prévaloir contre son ennemi, toujours par la parole, contre son interlocuteur, et même en partant d'une position de faiblesse, réussir à faire prévaloir sa propre thèse avec toutes les techniques et toute l'habileté de la parole, donc qui comporte aussi une manipulation aussi du sujet dont on traite, la manipulation de l'autre. Donc l'héristique est, aux yeux de Platon et d'Aristote, totalement stérile, parce que ne cherche pas la vérité, mais cherche seulement ce combat dialogique, ce combat dialectique de la parole pour pouvoir prévaloir sur l'autre, en se basant sur des arguments qui visent, soi-disant, une vérité relative et non pas absolue, mais la préoccupation n'est pas la recherche du principe premier fondamental d'une vérité absolue, mais c'est de prévaloir dialectiquement sur l'autre, de gagner on pourrait dire aujourd'hui avec des termes modernes, la compétition de la discussion. Donc la vertu, pour le concept de vertu, qui est un concept pour les Grecs d'excellence, c'est-à-dire de l'homme qui cherche, qui fait de la philosophie et donc qui cherche l'excellence, donc une vie morale en cherchant les principes fondamentaux, universels d'une vie morale, sont refusés, sont rejetés par les sophistes eux-mêmes, qui donc inaugure ce qu'on appelle le relativisme. Relativisme,
ce qui met en relation, donc met en relation avec une situation, une personne concrète et qui ne va pas au-delà donc de ce que Platon appelait l'opinion ladoxe, qui ne peut jamais constituer une vérité absolue. Il y a eu aussi de sophistes qui sont occupés de la politique, outre que de l'héristique que je viens d'expliquer. La sophistique était bien articulée comme activité de l'art de la parole et de la rhétorique, mais une rhétorique qui reste absolument relative et stérile aux yeux de Platon, d'Aristote. Donc voilà, avec le fait, comme je disais, que les sophistes demandent, disons, un salaire, bon, c'était peut-être aussi un paiement de leur enseignement, hein, donc un retour économique de leur enseignement pourrait se justifier aussi par le fait que se déplaçaient constamment et donc ils avaient besoin, bien évidemment, de gagner leur vie. Donc, pas tout est négatif, mais selon la conception vraiment pure de la philosophie, donc platonicienne, socratique, platonicienne, aristocratique, il était inadmissible de demander que les disciples payent pour assister et pour apprendre, donc payer cet enseignement des sophistes. Donc l'axe se déplace sur cette dimension morale et concernant le sophiste, nous avons déjà parlé de Protagoras. Protagoras qui est l'un des plus grands sophistes. On peut dire que c'était le premier, Protagoras d'Abdère, de la ville d'Abdère, et qui inaugure la première forme de relativisme dans la pensée occidentale. Comme je disais, les sophistes étaient des maîtres de rhétorique, allés de ville en ville, et Protagoras vit entre les 485 et les 411 avant Jésus-Christ. Il était un brillant rhéteur, et selon Diogène Laërce, qui raconte la vie des philosophes, il a été le père, l'initiateur des sophistes. Sa philosophie se caractérise par le relativisme. Il affirme que les principes, soi-disant absolus, premiers sont inconnaissables. Tout ce que nous pouvons comprendre, ce sont seulement les phénomènes, de phainoma en grec, qui veut dire apparaître. Donc l'apparence, attention à ne pas confondre avec l'apparition. L'apparition, c'est quelque chose, par exemple, d'un fantôme. L'apparence, c'est autre chose. Pour le grec, l'apparence, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, l'apparence, c'est ce qui se présente devant nos yeux. L'apparence est ce qui existe réellement. Donc, derrière cette apparence, il n'y a pas quelque chose que nous devons aller chercher, mais un monde sensible qui est apparent, pas une apparition. Apparent, ça veut dire qui est le monde concret, réel des choses. La nature est apparente dans le sens qu'elle existe réellement comme phénomène et dans lequel nous sommes aussi et qui est réellement, concrètement existante. Donc apparent, apparente et apparence dans ces sens qu'il faut bien comprendre. Alors la phrase célèbre de Protagoras est que constitue ce qu'on appelle en latin la Magna Carta du relativisme occidental. La Magna Carta veut dire la grande charte, c'est-à-dire le critère, le soubassement fondamental de sa philosophie est, comme on dit en latin, l'homo mensura, c'est-à-dire l'homme mesure de toutes choses. Donc vous voyez qu'il ne parle pas de l'univers, mais il parle de l'homme. Anthropos, metron en grec, anthropos, metron, chrematon, panton, ça veut dire que l'homme mesure de tous les biens, littéralement de toutes les choses qui existent, à savoir que le terme de anthropos en grec n'indique pas seulement l'homme, mais indique aussi la femme. Donc les êtres humains, l'être humain en tant que femme, en tant qu'homme, constitue la mesure de toutes choses. Donc vous voyez que c'est l'homme en tant qu'être concret
qui devient le maître. Maître en grec, donc avec un maître, qu'est-ce qu'on fait? On mesure. Et donc tout ce qui existe est mesuré par l'homme. Donc le critère de mensuration de tout ce qui existe est l'être humain et non pas un Dieu et non pas autre chose, mais l'être humain. La mesure, selon Protagoras, pour cela, pensons qu'il entendait la norme d'un jugement et pour les choses, il parlait des choses en général, les choses en général qui existent. Ce qu'il faut comprendre, et voilà le relativisme, c'est que pour Protagoras, il n'existe pas un critère absolu, c'est-à-dire un repère absolu qui sépare, qui discrimine, qui permet de distinguer l'être du non-être, de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, le vrai et le faux. En général, il parle de toutes les valeurs. Donc, qui est le maître? Qui est celui ou celle qui mesure? Pas un Dieu, pas une chose matérielle, mais l'homme même qui devient l'homme concret en tant qu'homme, l'homme particulier qui devient celui qui mesure toutes choses. Donc, il n'y a aucun critère absolu de mesure, mais seulement un critère concret, empirique, lié aux situations et aux choses concrètes du moment. Donc, pour le dire en deux mots, la vérité n'est pas un absolu pour Protagoras. Donc, quel est le critère de la connaissance? Nous pouvons connaître, mais donc c'est l'homme qui connaît en fonction de paramètres, de critères. Déjà, le premier critère, c'est lui, mais qui décide ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, tout est relatif aux dispositions de l'homme. Donc, c'est l'homme qui est la mesure de toutes choses. Le relativisme, je le répète, je reviens, est la doctrine qui affirme qu'il est impossible d'atteindre une vérité absolue. Donc, il n'y a que de vérité relative à des conditions particulières. À ne pas confondre avec le scepticisme, les philosophes sceptiques, qui affirmaient que la vérité ou les vérités existent, mais que l'homme ne peut absolument pas les atteindre. Donc, c'est-à-dire que c'est une situation de doute permanent. Or, il faut confondre avec les sophistes, parce que pour les sophistes, une vérité, nous pouvons l'atteindre, mais c'est une vérité construite par nous, par l'homme qui est la mesure de toutes choses, et qui est une vérité non absolue, mais relative. Donc, l'homme peut connaître une vérité, ou de vérités, mais qui sont toujours relatives. Pas pour les sceptiques. Ça, c'est pour distinguer les concepts. Donc, Protagoras, il y a d'ailleurs un dialogue dédié par Platon à Protagoras. Il y a un deuxième immense, très important sophiste qui s'appelait Gorgias, auquel aussi Platon écrit un dialogue sur le Gorgias, donc le dialogue entre Socrate et sur la vérité et sur d'autres sujets, entre Socrate qui cherche la vérité absolue, les concepts transcendants d'un sujet dont on parle, et Gorgias, et puis ensuite il y a des personnages comme par exemple Callicrès, qui sont relativistes et qui s'opposent à Socrate. Alors, Gorgias, né de Léoncium, né en 487, meurt en 380 avant Jésus-Christ, il était sicilien, donc ce sont des philosophes qui étaient nés dans l'Italie du Sud appelée Magna Grecia, c'est-à-dire en latin, donc la Grande Grèce, où, comme je disais dans une vidéo précédente de la naissance de la philosophie,
La philosophie naît dans les colonies d'abord. On ne naît pas tout de suite en Grèce, à Athènes, mais les colonies étaient grecques. Donc, naît dans la Ionie, donc la côte ionienne de la Turquie actuelle et toutes les îles qui sont là, qui étaient des colonies grecques, se développe et naît aussi dans l'Italie du Sud, grosso modo à partir de Naples jusqu'en Sicile. Et puis ça se diffuse et revient donc vraiment à Athènes avec Platon, Aristote, Épicure, etc. Ce qui avait une éloquence magnifique, fabuleuse, qui fascina les Athéniens aussi parce qu'il était allé en Grèce, à Athènes aussi. Comme tous les sophistes, Gorgias est intéressé donc à l'art du langage, à la thaumaturgie, c'est-à-dire thaumaturgie ça veut dire la capacité magique du langage, de faire des miracles, mais le langage en tant que tel, pour persuader, pour convaincre l'autre d'une vérité relative qui se présente comme vérité, mais qui très bien et souvent n'en est pas une. Donc souvent un mensonge présenté avec le masque de la vérité. Donc la magie du discours pour Gorgias, qui insiste sur le pouvoir du discours. Vous voyez, ce n'est pas le fait de la recherche d'une vérité ou de la recherche de la vérité philosophique, de la vérité absolue. Donc, tout est centré sur l'homme et qu'est-ce qui est fondamental pour l'homme? Le discours. Ces discours constituent un véritable pouvoir. Celle ou celui qui sait parler possède un pouvoir du discours, et c'est ça qui compte pour Gorgias et pour les sophistes, donc n'importe quel discours, mais avec la capacité, donc de la connaissance, vous voyez, le savoir de comment parler pour persuader les autres, que la vérité soit vraie ou pas. L'importance, c'est de convaincre et gagner la lutte dialectique. La magie du discours, la puissance du discours, et qui représente, selon Gorgias, cette puissance du discours, une véritable drogue pour l'âme. Donc, le discours peut tout et fait tout. Donc, le langage qui devient omnipuissant. Et donc, pour Gorgias, l'accent est posé sur, et mis particulièrement sur le langage, sur le discours. Gorgias insiste encore plus que les autres, encore plus que Protagoras, il y en a d'autres qui viendront moins célèbres, des sophistes, qui diront substantiellement la même chose, mais Gorgias insiste sur l'exclusion radicale et totale, le refus, le rejet total de l'existence d'une vérité objective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Donc il est encore plus radical, il n'y a aucune vérité. En deux mots, il considère que tout est faux. C'est déjà une posture qui inaugure déjà dans la pensée grecque, alors pas pour tous les philosophes, mais déjà on peut assister à la naissance du nihilisme. Donc il y a une vidéo que j'ai dédiée à Nietzsche et puis au nihilisme. On parle de cette problématique qui est immense, je ne peux pas traiter ici. Mais le nihilisme vient du latin nihil, c'est-à-dire le néant. Le néant, si tout est réduit à néant, ça veut dire qu'ils n'ont pas que, attention, réduire tout à néant ne veut pas dire détruire tout ce qui existe. Le nihilisme n'est pas la destruction de tout ce qui existe, mais la perte du sens de ce qui existe. Donc la perte du sens de la vérité. Il n'y a plus de vérité. Donc un relativisme du relativisme, on passe carrément au nihilisme où il n'y a plus
aucune vérité, que j'avais fait une vidéo sur Nietzsche à propos, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, de Nietzsche, où il y a le nihilisme, on parle du nihilisme actif et nihilisme passif. Nietzsche qui parle du nihilisme passif, c'est-à-dire de la d'évaluation, de la perte de sens, de signification de toute chose pour arriver à un nihilisme actif, c'est-à-dire une reconstruction de la valeur des choses, mais sur de nouvelles bases. Donc ça c'est Nietzsche, je vous renvoie par exemple, surtout sur les valeurs morales, hein, donc je vous renvoie à cette vidéo. Là, pour cette position de nihilisme de Gorgias, bah, nous avons déjà le commencement de ce concept de nihilisme qui remet en discussion tout et qui nie toute vérité, c'est-à-dire que rien, nous ne pouvons pas affirmer la vérité de l'être, que l'être, ce qui existe, contient une vérité immanente dans l'être même ou transcendante au-delà de l'existence matérielle de la chose, parce que nous ne pourrions pas la comprendre. Cette vérité ou ces vérités ne sont pas saisissables et même pas communicables, susceptibles d'être communiquées et d'être expliquées aux autres. Donc finalement, rien n'existe pas dans le sens que ce qui est matériellement est une hallucination. Les choses existent, mais rien n'existe dans le sens que nous ne pouvons pas découvrir, donner une signification d'être, de la vérité de l'être aux choses. Ce qui est important pour Gorgias est cet aspect de la négation de la vérité, je répète. Donc cette inauguration, si on peut dire comme ça, du nihilisme, il y a la perte du sens de la vérité de toute chose. Donc c'est vraiment très radical. La relativité poussée, le relativisme poussé jusqu'au paroxysme du nihilisme, c'est-à-dire que plus rien n'a un sens. Le fait que même, en fait, le langage, pour Platon, on voit que le langage est fondamental parce qu'il y a quand même une correspondance entre les mots et l'existence réelle de quelque chose, c'est-à-dire il y a un sens, une signification. Le mot renvoie à l'objet, l'objet renvoie au mot. Et donc, il y a une réflexion, par exemple, platonicienne, sur cette relation et sur la vérité. Donc, le langage qui est aussi un véhicule d'acheminement vers une vérité, la vérité ou de vérité absolue. Or, ce qui est inauguré par Gorgias, et c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les discours et la parole sont les seuls qui comptent pour convaincre d'une soi-disant vérité qui n'existe pas, mais aux vérités relatives, mais le but c'est de gagner la compétition dialectique et de convaincre l'autre et de le persuader. Quel est le centre, ce qui nous intéresse ici à comprendre? C'est-à-dire que la parole, le logos, en grec, donc pour Gorgias, ne peut pas exprimer autre chose que soi-même. Donc c'est-à-dire que le langage n'indique plus rien, c'est la parole finalisée à elle-même, le langage finalisé à lui-même, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, pour essayer de m'expliquer mieux? C'est-à-dire que il y a, en utilisant ce terme, un divorce entre l'être et la pensée. C'est-à-dire que s'il y a toujours eu une relation, un rapport entre ce qui est et la pensée de l'homme, donc le logos, la raison, avec Gorgias, la relation entre ce qui existe et la pensée humaine qui en cherche le sens et la vérité est complètement tranchée. L'être n'a plus, ce qui est n'a plus d'importance, ce qui est importance
est un langage, une parole, mais qui ne se réfère plus à la recherche de l'être et de sa vérité. C'est la parole pour la parole, le discours finalisé à lui-même. Donc une logique, une cohérence interne en langage qui devient un langage qui perd le contact avec le sens du monde. Donc, négation de l'être, du sens de l'être, de ce qui existe, négation de la vérité absolue, négation des principes premiers, des principes, donc la négation de la transcendance. Hein. Nous assistons avec les sophistes, et notamment avec Gorgias, à la destruction du savoir absolu, du savoir transcendant, à la destruction de la métaphysique, c'est-à-dire de la recherche des principes fondamentaux que nous ne pouvons pas à un certain moment nier. Parlons de la morale, éthique et morale sont la même chose pour les Grecs et pour les Romains. Quelle est l'éthique sophistique ici du Gorgias? C'est l'éthique de la situation qu'on vit, sa situation concrète, et donc le logos est limité au domaine des expériences humaines. Donc une pulvérisation, on assiste à une atomisation de la pensée et même de la parole. L'omnipuissance de la parole pour Gorgias et pour tous les sophistes en général, et donc la parole et le langage assument une indépendance ontologique, c'est-à-dire que le langage possède un être, possède en tant que tel une existence en tant qu'être, parce que le langage, nous parlons, nous existons, qui devient omnipuissant. Donc il n'y a plus de lien, de liaison entre la parole et la connaissance. Donc ça veut dire, c'est ça qui est fondamental entre la parole et la connaissance, c'est-à-dire que si nous exprimons quelque chose, nous l'exprimons parce que si nous sommes rationnels, nous utilisons la pensée rationnelle, nous l'exprimons parce que nous avons une connaissance. Nous avons des connaissances qui sont rationnelles, démontrées, qui possèdent en elles-mêmes ces connaissances ou cette connaissance une logique. Or, Gorgias est en rupture, rompt, casse, tranche complètement, totalement cette relation entre l'essence de la parole qui se réfère à la connaissance de quelque chose, et donc on n'a plus besoin de connaissance, mais c'est l'art de la parole finalisé à la parole, le langage finalisé au langage, complètement coupé de la concrétude, de la connaissance, donc d'une activité de la pensée qui élabore son langage pour exprimer une vérité ou des vérités ou des principes. Donc on peut parler de tout et de rien. Le lien logique avec le réel est coupé, et donc qu'est-ce que ça devient le langage? Seulement l'art de la persuasion. Bon, l'art de la persuasion, une technique du maniement du mot, de la parole, qui vise seulement, uniquement à persuader l'autre de soi-disant vérité qui est souvent fausse ou qui n'existe pas, mais en tout cas, on ne vise que la persuasion de l'autre, donc la parole, le langage finalisé à eux-mêmes. Cette puissance de la parole pour Gorgias est capable de persuader tout le monde sur tout et n'importe quoi, et donc les sophistes croyaient de pouvoir trouver, donc d'avoir trouvé l'instrument, l'unique instrument pour dominer. Donc le langage devient domination de l'autre, devient pouvoir de l'autre. Le langage qui est vidé de sa connaissance, de sa substance, d'une pensée qui le précède, d'une vérité même relative, mais quand même d'une vérité ou une vérité absolue, qui est vidée
de toute substance de principe. Je ne parlerai pas de sophistes mineurs, mais donc voilà, on verra que Socrate réagira, parce que je renvoie à mes vidéos, il y a plusieurs vidéos sur Socrate et la découverte de l'essence de l'homme. Donc Socrate, de formation sophiste, n'est pas du tout un sophiste, l'essence de Protagoras ou un Gorgias. Alors le 3, avant de terminer cette vidéo, donc, où j'ai essayé d'aller à l'essentiel, Gorgias, les apports conceptuels de Gorgias s'organisent de cette façon. Donc ces idées, les concepts fondamentaux sont donc le discours, qu'on appelle le logos. Le discours devient une expression uniquement verbale de la pensée. Donc c'est seulement une manifestation de puissance, et les discours est seulement un moyen pour accomplir une action, et c'est le moyen le plus puissant. Premier point. Deuxième point, le kairos. Ce que les Grecs appellent les kairos, c'est-à-dire les moments opportuns ou propices, l'opportunité, c'est-à-dire que le sophiste doit, avec sa capacité verbale, qui est seulement verbale, et qui manifeste une puissance qui est vidée d'une réelle pensée, doit saisir les moments opportuns pour persuader l'autre de quelque chose. Et puis la rhétorique, qui est ce genre, comme vous le savez déjà, dans lequel un seul discours peut très bien séduire les masses, séduire les foules, même si ce discours ment, même s'il ne dit pas la vérité. Donc l'objectif, ce qui intéresse les sophistes, n'est nullement pas la vérité ou les vérités, mais la séduction, la manipulation donc, des autres, donc des foules, ce qu'on retrouvera quelque part, cet art de la rhétorique, par les grands dictateurs, les totalitarismes du XXe siècle. Je termine cette vidéo. Je vous remercie de votre patience, de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.